Le live shopping, ce qui est génial, c'est que c'est une production d'assets à un instant T, en interaction avec une communauté dont on peut avoir plein d'usages. Est-ce qu'on vend des millions à un instant T en parlant des millions de gens ? Non. Néanmoins, en tout cas pour le printemps, c'est loin d'être négligeable, c'est en croissance, donc ça reste super. C'est pas forcément ce qui va nous rendre richissimes à court terme, mais ce dont on se rend compte, c'est que ça nous permet de produire des vidéos shoppables qui en fait sont super intéressants parce qu'ensuite on peut réutiliser ces assets pour les placer à d'autres moments du parcours client. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblant, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Maude Funaro qui est directrice générale de la transformation et des nouveaux business au printemps. Salut Maude. Bonjour Laurent, merci de ton invitation, je suis ravie d'être là. Merci à toi. C'est François Grouillet, un vieux copain, qui est le fondateur d'un câble de conseil qui s'appelle Joja, que vous avez pu entendre sur Le Panier. Vous êtes beaucoup à avoir adoré cet épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, il est vraiment passionnant. Et c'est François du coup qui nous a fait cette intro. Il m'a dit, je connais une nana brillante, qui a plein de choses à raconter sur l'omnicanalité et le change, entre autres. Au printemps, est-ce que tu veux le recevoir ? J'ai dit oui, bien sûr, et te voilà aujourd'hui. Il est sympa, François. Il est très sympa, François. Avec plaisir pour entamer la conversation. Vous vous êtes croisés sur la refonte de l'identité de la plateforme du printemps. On n'en parlera pas beaucoup, mais on pourra faire un petit détour par là. Mais ce que je veux aborder aujourd'hui avec toi, Maude, c'est des sujets d'omnicanalité dans un grand groupe historique, ce grand groupe, et historiquement physique, pour comprendre d'où on vient, où on est, et puis on atterrira à la fin de cet épisode. C'est vrai que je t'ai pas préparé, mais où on va, si on peut se projeter sur le grand magasin du futur. Qu'est-ce que ça devient ? Mais je te propose de commencer par te présenter et peut-être ensuite nous raconter un peu le printemps avec tes mots. Oui, donc moi j'ai rejoint le printemps il y a un peu moins de 2 ans. Donc à un moment joyeux, pendant le confinement, les magasins étaient fermés, c'était très particulier comme ambiance. Ça rejoint à ce moment-là ? Ouais, en février 2021. Okay. C'était assez magique d'ailleurs, il y avait un couvre-feu, les magasins étaient fermés, mais le printemps Haussmann était ouvert, puisqu'en fait il y a en permanence à minima 150, 200 personnes qui assurent la sécurité, et en l'occurrence des personal shoppers, des vendeurs, des gens de la logistique qui permettaient de vendre à distance. C'était une période assez incroyable. Tu rejoins en pleine crise et du coup... crise. C'est désolé, quoi on est rentré direct dans le sujet. C'est quoi le printemps ? Le printemps... C'était quoi d'ailleurs le printemps, peut-être ? C'est vraiment j'ai envie de dire une marque étonnante. Quand j'ai rejoint le printemps, je me suis plongée dans l'histoire, ce que j'aime bien faire. Et en fait, j'ai découvert des pépites de dingue. Je vais pas toutes te les raconter, mais ça te donne l'idée de ce que c'est à l'origine. Donc c'est un grand magasin qui a été fondé en 1865 par un espèce de visionnaire qui a inventé plein de trucs qui ont révolutionné le commerce. C'est l'inventeur des soldes, c'est l'inventeur des marques propres, c'est l'inventeur de la marque propre, des ventes à distance. C'est le premier à avoir établi l'égalité salariale homme-femme. Plein de choses c'est comme ça. C'est vrai, quand ça ? Alors, j'ai pas chacune des dates, mais à la fin du 19e siècle, quoi. Donc ça a été fondé en 1865. Et anecdote incroyable qui va faire le lien avec notre conversation, c'est le printemps qui est l'inventeur mondial du live shopping. C'est dingue, hein ? En 1999, ils ont fait un test avec un truc de l'espace qui s'appelait les webcamers. C'était des gars qui étaient habillés en spationautes et qui sillonnaient en patin à roulettes le magasin avec des ordinateurs connectés à DSL. Enfin, voilà. Et donc... En quelle année, tu m'as dit ? En 99. Il y a des photos sur le net assez rigolotes. Et voilà, le printemps, en fait, dans son ADN, c'est tout ça.
1865, ça fait 157 ans. Ouais. C'est incroyable, 157 ans, c'est une belle boîte. Il s'est passé 2 fois plus de temps depuis la création du printemps qu'entre la Révolution et le... Je dis une connerie, non, c'est ça à peu près, qu'entre la Révolution et le printemps, c'est incroyable. Juste pour le placer dans l'histoire. Un grand magasin. Donc c'est un grand magasin, mais c'est aussi un lieu d'innovation, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'émerveillement, c'est un lieu de surprise. Alors après, on peut le traduire dans différents registres. Le printemps, c'est l'éclosion, la nouveauté, un nouveau cycle. C'est tout ce qu'il y a dans l'ADN de la marque. Et c'est vrai que je pense que l'ADN s'était un peu perdu parce que les clients locaux s'y retrouvaient plus tellement avec tous ces groupes de touristes qui venaient avec un guide. On avait un peu perdu. Ça, j'en ai jamais vu. Il y avait des guides. Des groupes de touristes chinois, ouais. tu sais, qui, comme dans tous les grands magasins parisiens, mais c'est vrai que les clients locaux se sentaient moins accueillis. On avait un peu perdu de notre ADN de curation, de mise en avant, de marques exclusives. C'est pas que ça n'existait plus, c'est que c'était moins... ça se diluait peut-être. C'était un peu dilué. Ok. Le grand magasin a voulu démocratiser l'achat aux masses à l'époque. Il s'est démocratisé à l'extrême aujourd'hui. Ça devient... alors, je l'ai dit dans un épisode récent, cet épisode sortira, je crois, le 11 novembre, si mon équipe éditoriale, c'est ça, le 11 novembre. Mais on a eu un mois de septembre, un mois d'octobre juste incroyable. Je suis allé me balader dans Paris les derniers week-ends où il faisait beau. Il y a 1 milliard de personnes dans les rues et les grands magasins, pas les centres commerciaux, pardon, les grands magasins sont pleins à craquer. Complètement. Alors, plusieurs choses. Un, il y a plein de touristes à Paris et donc c'est merveilleux. Je pense que tous les monuments font le plein dans les rues et donc dans les grands magasins. Et puis, les clients locaux reviennent. Alors, le Covid a probablement marqué une rupture dans ces comportements. Les gens se sont rendus compte que, en fait, ces grands magasins, c'était des lieux... Et là, pour le coup, je ne parle pas que du printemps. Nos concurrents aussi ont des lieux absolument magnifiques. Et c'est des lieux de destination, d'expérience, lifestyle. Et les gens ont redécouvert ce plaisir de flâner, de rencontrer, d'aller chercher quelque chose. Et le point n'est pas du tout d'opposer ça avec le e-commerce qui continue évidemment de fonctionner. Mais en tout cas, j'entends plus grand monde qui annonce la fin du retail physique et la mort du modèle et la fin des grands magasins. Au contraire. Au contraire. Long live retail. Ouais. Je discutais avec un retailer dans les dernières semaines qui me faisait la remarque que la fréquentation baisse quand même au final, pré-Covid, post-Covid, mais qu'en revanche les paniers moyens augmente. Donc on se déplace avec une intention plus forte ou une intention plus sûre d'acheter. Tu vois ce que je veux dire ? Le taux de transfo le taux de transfo augmente. Alors ça, c'était hyper vrai. C'est un constat assez empirique, il n'y a pas de... Ouais, non, mais c'est pas faux. Je pense que ça reste vrai. C'est moins vrai que juste post-Covid. Parce que les gens avaient encore un peu cette anxiété, ils avaient perdu cette habitude, et donc quand ils se déplaçaient, ils achetaient. Ça reste un peu plus vrai qu'avant le Covid, mais on retourne progressivement à la normale parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se baladent. Alors la normale, mais en plein changement. Donc un grand magasin qui a inventé plein de choses, qui était... Alors, pardon, je te demandais pour l'année d'égalité des salaires hommes-femmes, c'est ça ? Je l'ai plus en tête. Non, mais j'ai appris un truc drôle la semaine dernière. Tu sais depuis quand les femmes ont le droit de porter un pantalon ? Je crains que ce ne soit très récent. C'est 2012 ou 2013, je crois. C'est un texte qui a été oublié. Et il était dans la loi écrit que les femmes n'avaient le droit de porter un pantalon que pour... anecdote totalement hors sujet. Donc un lieu d'innovation, un lieu d'évangélisation et de démocratisation, c'est ce qu'étaient les grands magasins à l'époque. On arrive en 2000, donc toi en 2021, 2020. C'est quoi le printemps à ce moment-là ? Tu m'as dit un peu dilué dans l'expérience. C'est une enseigne qui, comme beaucoup de retailers, a souffert de l'enchaînement de crises depuis 2015 entre les attentats, les grèves, les gilets jaunes, le Covid. Et en fait, tout ça a accéléré la mise en exergue d'un modèle qui, de toute façon, avait besoin de se réinventer. Et autant je continue de penser que les grands magasins, le retail physique a de l'avenir et répond aux aspirations des consommateurs, autant le fait d'avoir zéro omnicanal, ou en tout cas très peu,
n'est plus acceptable aujourd'hui, il y a besoin d'avoir une couche d'omnicanalité dans le parcours du consommateur. Et donc, on avait aussi, et je te tends une perche pour aller vers ton sujet préféré, mais on avait besoin d'accélérer dans cette direction, clairement, et au-delà de ça, de réaffirmer notre unicité. Et c'est ce qu'on a entrepris. On a un nouveau CEO au printemps depuis 2 ans, Jean-Marc Bieleix, qui a impulsé une transformation en profondeur du modèle avec une stratégie qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est retrouver cette unicité. Je t'ai donné quelques exemples, quelques anecdotes historiques, mais c'est vrai que l'unicité du printemps, elle existe, l'unicité de l'offre. Il y a à peu près un tiers de marques exclusives, il y a un savoir-faire de curation, de découverte de jeunes créateurs. C'est aussi ça qu'on apporte aux gens. Un tiers de marques exclusives au printemps ? Ouais. Ok. Et cet ADN, c'est vraiment une force qu'on a. C'est une chose de l'avoir. Le mettre en avant, c'est encore un autre sujet. Et donc, on accentue beaucoup ça. On a ouvert en 2 ans une bonne vingtaine de nouveaux concepts exclusifs printemps, multimarques, qui sont une curation. Unicité du lieu, c'est quand même un lieu qui est classé. On a une façade monument historique. Donc, c'est un lieu incroyable avec plein des lieux ouverts à tous, des coupoles, des rotondes, des lieux cachés. C'est magnifique. Donc ça, c'est le premier pilier, l'unicité. Comment je la remets en avant, je la communique, je la raconte. L'omnicanalité, c'est un des piliers de la stratégie parce que tous nos clients n'ont pas la possibilité de visiter le magasin aussi fréquemment qu'ils le souhaiteraient et que nous aussi, évidemment. Et donc, on se doit de faciliter leur parcours et de pouvoir leur apporter toute cette richesse où qu'ils soient en France ou pas, qu'ils soient présents physiquement ou pas. Et donc, l'omnicanalité est importante. Et le troisième pilier, c'est l'humain, puisqu'on fait du commerce et que, en tant que grand magasin, et par rapport à des pure players, on apporte cette relation client, cette personnalisation. Chez nous, elle est incarnée par les personal shoppers. C'est aussi une force historique du printemps. On en a une centaine dans toute la France, mais ça va au-delà. C'est évidemment toutes nos équipes, nos vendeurs, nos démonstrateurs et nos managers. Ok, donc 3 piliers, 3 enjeux en tout cas. Retrouver l'unicité du printemps, l'omnicanalité pour apporter le printemps et son offre et ses services. Du coup, on en parlera à tous et partout. Et enfin, l'humain. L'humain, c'est important, oui, évidemment. Dans 157 ans d'histoire, 150 du coup 6 quand tu le rejoins, 55, 156, le client a aussi changé, les usages ont changé, les modes et la fréquence peut-être de mise à jour des collections ont changé. Complètement. La fréquence de mise à jour des collections, bien sûr. Ça, c'est le propre d'un grand magasin, d'avoir une largeur d'offres dans plusieurs catégories, pas que en mode. Ce qu'on raconte est pléthorique. On raconte des opérations commerciales promotionnelles, des thématiques, de la curation, des expériences à vivre en food, en lifestyle, tous les jours. Donc, on a une abondance de messages. Et en fait, c'est une période incroyable que l'on vit, puisqu'on a une diversité de canaux pour les communiquer et pour les partager qui croît chaque jour. Là, on est en train d'enregistrer un podcast. On en parlera peut-être après, mais on a ouvert un studio de podcast et de live et de shooting au cœur du magasin. Donc, tout vitré, c'est ce que tu m'expliquais, ouais. Au milieu des gens qui peuvent faire du shopping. Exactement. Pourquoi ? Alors, je pense que ça vaut le coup de tirer un peu les fils de l'histoire. C'est un peu c'est l'aboutissement. Quand je suis arrivée, mon CEO m'a dit, il faut que tu lances un live shopping vite. Alors, c'était la mode, post-Covid, on avait découvert les joies de la vente à distance. On s'est dit que c'était un nouveau canal de business intéressant. Bon. Mais nous, on s'est aussi dit que on avait découvert un truc intéressant pendant cette période de fermeture et on avait nos personal shoppers qui parlaient aux clients par téléphone, à des nouveaux clients. Et en fait, ils ont créé un lien incroyable avec des clients qui n'auraient pas forcément pensé avant à appeler un personal shopper, des clients locaux comme toi et moi, et qui ont développé cette relation et qui ont continué après de leur être fidèles en venant physiquement au magasin ou pas, ou en communiquant par WhatsApp, ou en faisant des visios, quand ils voulaient acheter quelque chose de précis ou juste pour s'inspirer. Et on s'est dit que ce truc avait énormément de valeur et que finalement, si on était capable de processer un peu cette relation, d'apporter du digital, on serait capable de servir de plus en plus de clients de cette manière-là, de manière personnalisée, incarnée. Et on en a fait un axe stratégique, la digitalisation et la démocratisation du personal shopping. Et en fait, on s'est dit que le live shopping, c'était une bonne manière
d'en parler. Et donc, on a pensé ce programme comme une séance de personal shopping publique, interactive, qui nous permet de présenter ces personal shoppers, puisque ce sont eux qui présentent, qui incarnent, d'interagir avec notre communauté, puisque c'est du live, et en même temps de raconter ce qu'on fait, nos nouvelles marques, nos thématiques, des problématiques clients, de manière régulière. Ça, c'est l'idée de base de cette émission qui s'appelle En mode printemps, qu'on a lancée en juin 2021. En mode printemps. Ouais. Ça, c'est notre live shopping one to many, c'est-à-dire accessible à tous. Bon, c'est le début de l'aventure. Donc, on a commencé à diffuser sur printemps.com, sur notre Instagram. Et puis, 1 an après, en fait, cette émission, a été notre laboratoire d'innovation. On a testé plein de trucs. La diffusion sur plein de réseaux sociaux, on a un peu fait évoluer le format, on a invité des influenceurs, on a fait des partenariats avec des marques, on a fait participer plein d'équipes. Par exemple, les mannequins, c'est des salariés du printemps. Les mannequins du live shopping sont des salariés du printemps. Ouais. Ok. Bah ouais, parce qu'en fait, on a plein de gens qui adorent parler de ces sujets, qui sont aussi des clients et qui le font hyper bien. Et donc, on a tiré tous ces fils-là. Pardon, je réfléchis, mais c'est évident. Oui. Je ferai peut-être le parallèle à un autre moment, mais il y a un épisode qui était passionnant avec Julien Lebescon de Fnac Darty où on aborde les sujets de comment tirer parti des forces du magasin en digital et inversement. Et en fait, je pense à ça. Pourquoi ? Parce que le vendeur est celui qui connaît le mieux son rayon, sa collection, ses marques. Qui de mieux que lui pour présenter en live du coup les produits, évidemment. Exactement, mais donc des vendeurs, des responsables de concept, mais on a aussi des salariés du siège. De toutes les équipes. Tu l'as fait, toi ? Alors moi, pas encore, mais on en a plein. Et d'ailleurs, je réponds de manière un peu décousue, mais on a ouvert ce studio, donc je vais y venir dans un instant, qui est... Donc, 1 an après, on a testé plein de trucs, on y reviendra peut-être. Et en fait, on a multiplié les programmes. On fait des live shopping, donc celui-là qui est one to many, shoppable, hyper digital. On a des programmes plus confidentiels pour nos clients du réseau, pour nos top clients sur invitation. Bref, on a plein de programmes. On fait des shootings et on s'est rendu compte que, en fait, on a formé des gens en interne et on avait besoin d'un lieu. Et donc, on a créé ce lieu, le studio, qui permet justement à toutes nos équipes et à nos partenaires, à notre écosystème qu'on développe, de contribuer à cette production de contenu qui ensuite permet de s'exprimer, de partager. Et pour revenir aux équipes, cette semaine, on a organisé un casting au sein du studio, assez ouvert pour toutes les équipes qui auraient envie un jour de participer à un podcast, un live. Interne. Okay. Ouais, open. Et on a eu des gens incroyables de la logistique, de la compta, qui sont venus, qui passent super bien à l'écran parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tous plusieurs vies. Il y en a certains qui sont eux-mêmes influenceurs, qui peuvent faire des lives sur leur propre Insta, où ils montrent ce qu'ils aiment. Et voilà. Alors, t'as dit plein de choses hyper intéressantes. La première, chers auditeurs, le temps que tu reprennes ta voix peut-être, si vous tapez Printemps Paris Studio, vous verrez des photos. Effectivement, c'est donc un studio, paroi en verre, en plein milieu des espaces. Enfin, on peut passer à côté, c'est très intéressant, c'est très cool. Je suis content parce qu'en plus, ça démocratise ce qu'on est en train de faire là, à l'instant même, par exemple, mais le podcast pour le grand public. T'as dit un truc, le live shopping, du coup, vous l'avez décliné aussi, pas forcément pour le grand public, mais aussi pour certains segments de clients, mais aussi en B2B ou B2B2C avec des partenaires, des revendeurs ou des... Exactement. En fait, on a maintenant cet actif. On a un équipement professionnel, on a un lieu, on a une équipe de prod, on a des émissions, une ligne éditoriale, et donc on met en avant tous les jours des marques, des partenaires. Et c'est intéressant parce que c'est pas ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, ça s'inscrit dans une histoire. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte que on avait besoin d'avoir différentes émissions, différents contenus pour parler à des cibles différentes d'un différent sujet. Donc par exemple, En mode printemps, c'est vraiment l'émission un peu plus jeune, un peu plus accessible, très ouvert, très multicatégorie, très lifestyle. On a donc une quinzaine de magasins en province qui n'ont pas forcément toute la richesse de Love d'Haussmann. Par définition, ils sont plus petits. Mais via nos personal shoppers, par la vente à distance, on rend accessible cette offre. Et on s'est dit, mais finalement,
via un live shopping, on pourrait faire ça de manière assez qualitative. Par exemple, la semaine dernière, on a organisé un live auquel on a invité des top clients de certains de ces magasins et on a présenté des pépites de notre étage dédié au vintage. On a des pièces incroyables qui sont au 7e étage du Printemps de la Femme à Haussmann, uniquement en physique. Alors, bien sûr, via les personal shoppers, tous nos clients de province, internationaux, peuvent avoir accès à ces pièces. Mais là, on a fait un live, on a fait une sélection, on a raconté une histoire, on a produit des assets, un petit catalogue digital, on les a invités à un cocktail, on a eu une personal shopper qui a raconté sa sélection, et puis on était en live et on a pu interagir autour de ces produits, du vintage, et engager la conversation. C'est un exemple d'événements qu'on peut faire grâce à ce studio de manière assez qualitative. Est-ce qu'il y a aussi de la formation vendeur qui se fait dans ce studio et en live ? Ouais, c'est une super question. On va le faire, ouais. Ça fait partie des formats qu'on a prévu de faire. On fait déjà beaucoup de e-learning, comme tout le monde. Et bien sûr, dans ce studio, on pourra enregistrer des e-learning. Ouais. Et c'est hyper important parce qu'en fait, c'est vraiment un asset au service de notre communauté 360. Interne, externe, partenaire, enfin... Bah ouais, on a aussi nos équipes réseaux sociaux qui peuvent venir faire des shootings ou tourner des vidéos avec des influenceurs. C'est un lieu ouvert. Hyper intéressant. Tu as des enseignements à nous partager sur le live shopping ? C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y a eu quelques coups d'éclat récemment, mais j'ai l'impression que tout le monde tâtonne un peu. Il y en a plein. Enfin, comme je t'ai dit, pour nous, c'est un laboratoire d'innovation à plein d'égards. Ce qu'on entend beaucoup en ce moment, et que je partage dans les grandes lignes, c'est que le live shopping en France et peut-être en Europe décolle moins vite d'un point de vue marchand qu'en Asie. C'est vrai, on fait pas des millions en termes de ventes avec ce canal. Et deuxième enseignement, c'est beaucoup plus vu en replay qu'en live. C'est assez étonnant. Et pourtant, le live est important. Donc, pour moi, c'est les deux paradoxes dont j'entends beaucoup parler en ce moment dans les podcasts, les émissions, et que je trouve intéressants. Est-ce que ça veut dire que ça marche pas et qu'il faut passer à autre chose ? Je ne pense pas. Je me demande si c'est pas dans l'un de tes podcasts que avec François, justement, on en parle de peut-être, où en fait on disait culture. Finalement, est-ce que c'est le format qui fonctionne pas ou est-ce que... En fait, le live shopping, ce qui est génial, c'est que c'est une production d'assets à un instant T, en interaction avec une communauté dont on peut avoir plein d'usages. Est-ce qu'on vend des millions à un instant T en parlant des millions de gens ? Non. Néanmoins, en tout cas pour le printemps, sans vous révéler tous les secrets de notre cuisine, c'est loin d'être négligeable, c'est en croissance, et nous, on est break-even, voire au-delà. Donc, ça reste super. C'est pas forcément ce qui va nous rendre richissimes à court terme, mais ce dont on se rend compte, c'est que ça nous permet de produire des vidéos shoppable. Donc, nous, on utilise la technologie Bambuzzer pour produire nos lives. Il y en a d'autres, mais qui, en fait, sont super intéressants parce qu'ensuite, on peut réutiliser ces assets pour les placer à d'autres moments du parcours client. Donc, on peut produire des capsules, alors shoppable ou pas d'ailleurs, sur notre Instagram. Et en fait, on raconte, il y a un storytelling, une manière d'aborder le sujet qui est beaucoup plus chouette que ce qu'on peut faire à plat sans ligne éditoriale. Donc, on produit des vidéos. On produit des vidéos shoppable, donc on peut en mettre des extraits dans des fiches produits, par exemple. Ça, c'est cool. Quand on a des animations commerciales sur notre site, on peut aussi mettre un extrait... ça peut remplacer un carrousel produit. Ça peut permettre de faire de l'acquisition à l'extérieur. C'est aussi des vidéos qu'on peut poster, qu'on peut médiatiser. Donc, en fait, ça va bien au-delà de ce qu'on collecte en live à un instant T. Et on a en live notre communauté qui réagit, qui engage. Et donc un retour. Et on a un retour. Un feedback, quoi. Et voilà. Et en fait, toi, tu n'as peut-être pas assisté au live, mais en fait, tu vas regarder et il y a quelqu'un qui aura posé une question sur ce vêtement, toi, t'as pris quelle taille et tourne-toi. Et en fait, c'est utile, c'est assez cool, c'est vivant, c'est des vraies questions. Et ça va servir aussi en replay. Et vous êtes break-even. Voilà. Donc au final, c'est evergreen parce que tu peux réutiliser les contenus à d'autres endroits, à d'autres moments plus tard. Ça crée, je crois au karma, tu crées un ensemble de choses. C'est peut-être pas avec ça que vous allez faire des millions, mais tu enrichis ta communauté, tu crées un service qui est nouveau et qui est différenciant, tu crées des contenus pour vous en interne, c'est une usine à contenu au final parce que tu peux les réutiliser plus tard. Exactement. Passionnant. Est-ce que vous avez fait des erreurs ? Pardon, tu voulais rebondir. Juste pour compléter, et en fait,
je te dis qu'on est break-even, mais si ça se trouve, on est beaucoup mieux parce que je mesure Tu ne mesures pas la longue de traîne, manière en fait. imparfaite des ventes que je génère, mais je mesure assez mal en drive to store. Je mesure pas très bien. Donc, en vrai, c'est une mesure à minima. Donc, ça me rend très optimiste. Formidable. Et elle le dit avec un immense sourire. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez essayées qui n'ont pas marché, que tu peux nous partager pour qu'on évite de faire les mêmes erreurs? Évidemment. Alors, je ne sais pas si le fait que ça n'ait pas marché induit le fait qu'il ne faille pas le faire quand même, parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de faire des erreurs, quoi qu'il arrive. On a essayé plein de choses. Au début, on était très à fond sur le côté lifestyle, émission de télé, pas trop scripté, très naturel, faut que ce soit délire, que ça parte dans tous les sens. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il faut quand même être sharp dans ses messages, parce que il faut du dynamisme. Et donc, en fait, trop de choses, ça fonctionne pas. Enfin, on est quand même sur du 9/16e, donc on peut pas mettre trop de choses sur l'écran, trop de personnes qui parlent. En fait, c'est pas une émission de télé. Et ça se regarde essentiellement sur smartphone. Donc, faut être assez lean dans la prod, dans le décor, pour aller à l'essentiel. Okay. Ça, c'est une première erreur. On a essayé, au début, en termes de call to action dans nos médiatisations, on était exclusivement focalisé sur le live. Et donc, on incitait beaucoup à s'inscrire au live. J'entends. En fait, ça marche beaucoup mieux quand on pousse à regarder le replay. Ça ne veut pas dire que le live n'est pas intéressant et que les gens ne se connectent pas, mais en fait, on n'a pas beaucoup de connexions en plus en live en mettant ce call to action dans nos newsletters et posts. Parce qu'en fait, les gens qui se connectent, c'est ceux qui peuvent se connecter, quoi. Ouais, il ne faut pas le pousser. En tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Ok, et puis c'est pas ta mesure de succès, du coup. Non. Ok, passionnant. Tu as dit que des employés peuvent y participer. Vous avez fait un casting récemment. Et tu m'as dit aussi qu'ils peuvent potentiellement repousser des choses sur leur réseau à eux. Vous vous servez de vos collaborateurs ou des employés printemps pour pousser des contenus ou des... Complètement. On appelle ça le social selling. Ouais. Et en fait, nous, on est convaincus de la puissance de ce truc-là, pour autant que les gens aient envie de le faire, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas de forcer qui que ce soit et ça ne fonctionnerait pas. On a fait plusieurs choses. On a commencé à tester une app de social selling liée à notre e-shop qui permet en fait à quiconque le souhaite, et pour le coup, pas forcément des employés printemps, mais on a commencé par là parce que c'est plus simple, de faire une curation sur notre site, de sélectionner des produits et d'en faire des boards thématisés qui peuvent ensuite pousser soit en one-to-one à des contacts, à des clients, soit en one-to-many en mettant un lien dans leur bio Instagram, par exemple. Et ce lien est traçable, donc on sait que ça vient d'eux, et on arrive et donc les gens qui cliquent arrivent directement sur les fiches produits et peuvent les acheter. Et quand ils les achètent, on sait que ça vient du board de Laurent. De tel ou tel, ok. Voilà. Et donc ça permet de éventuellement d'avoir un incentive. Donc ce système de mood board, on l'a testé. C'est super intéressant parce que comme souvent, les cas d'usage qui marchent ne sont pas toujours ceux auxquels on avait pensé, mais ça marche. Ça permet en fait déjà, ça incite à produire du contenu et à faire des sélections. Et donc, fort de ça, on est allé un cran plus loin. On a créé un mur de personal shopper sur printemps.com, sur notre site, qui est plutôt que c'est une sorte de galerie de portraits thématisés. Alors, on est encore en train de l'alimenter, donc ça va s'améliorer dans les semaines qui viennent, mais l'idée, donc on a cette galerie de portraits, nos personal shoppers se présentent, et du coup, ils vont pouvoir en continu faire des boards, et ça permet de voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils proposent, de s'inspirer. C'est assez cool. Ça permet aussi, cette solution de social selling, de préparer une séance de personal shopping en one-to-one de manière assez fun. Et ça permet d'apprendre à se connaître. Et là, c'est un exemple d'omnicanalité qui est assez cool. Tu prends rendez-vous pour un personal shopping parce que tu cherches une veste un peu casual et tu me dis que tu aimes bien le bleu marine et le noir, ok. Et tu me décris ton look avec 2-3 adjectifs, je sais pas, t'es street, t'es rock, bon voilà. La difficulté, c'est que toi et moi, derrière un même mot, on va pouvoir mettre des choses différentes et donc je peux me tromper en faisant une première sélection si je te connais pas et je t'ai pas vu. Via ces boards, je vais pouvoir te faire une sélection assez rapide et très rapidement, en 1 minute, en mettant des cœurs ou pas, oui, non, je vais avoir une idée plus précise de ce que tu cherches. Ça, c'est un cas d'usage hyper cool qu'on n'avait pas forcément envisagé.
Les assets qu'il met sur le board, c'est les fiches produits ou c'est la veste portée ou ça peut être... Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est lié au site e-commerce, donc Okay. C'est les fiches produits. Ouais. Et il y a un environnement particulier ? C'est-à-dire Pour aimer, pas aimer ? Parce que c'est vrai que tu t'as fait ce geste. Ouais, Alors, elle a dit que tu mets des cœurs ou pas, mais tu as fait le geste de swipe à la Tinder, par exemple. Mais il y a un environnement comme ça ou... Ouais. Ok, hyper intéressant. On a embrayé sur le... Enfin, on est passé du social selling au personal shopping. Donc, on va rester sur le sujet, mais je reviendrai tout à l'heure sur le social selling. Tu m'as dit que ça faisait partie peut-être pas des piliers, mais en tout cas des forces historiques du printemps, le personal shopping. Tu peux nous dire ce que c'est ? Alors, le personal shopping, c'est un personal shopper, c'est une personne, un peu comme un conseiller en style, qui est là pour vous aider, choisir, à sélectionner des pièces. Alors, c'est pas que mode, ça peut être déco, beauté, ce que vous voulez. Vous venez avec un brief, il y a différents axes, ça peut être j'ai envie de refaire ma garde-robe, plus rien ne me va, ou j'ai changé de job, avant j'étais banquier, maintenant je suis start-upper, c'est pas pareil, ou juste j'ai une soirée, ou juste on m'a fait un cadeau, voilà. Enfin, donc un personal shopper, c'est quelqu'un qui va vous conseiller, vous guider et vous inspirer. Il n'y a pas d'obligation d'achat, il n'est pas là pour vous pousser. Il peut vous pousser vers des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Il peut souvent, les clients se disent « Ah bah tiens, avant, je portais jamais de couleur, j'ai découvert, maintenant j'adore. » Ou pas. Enfin, tout ça, c'est... Évidemment, ils aiment faire ça, mais c'est open. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous guider, de vous conseiller. On n'a pas tous les mêmes besoins. Il y en a qui cherchent à savoir ce qui est adapté à la morphologie, d'autres qui ont un besoin ponctuel. En tout cas, une fois qu'il vous connaît, c'est magnifique parce que il peut vous faire des propositions personnalisées de manière très fluide. C'est aussi un gain de temps fonctionnel. Tu vois, moi j'ai eu en septembre le truc classique de mon fils qui retourne à l'école et ses chaussures sont trop petites. On est lundi, il a mal aux pieds, ça m'embête d'attendre le week-end. Hop, j'envoie un petit SMS. Il fait telle taille, il cherche une bottine bleu marine, tac, tac. Il m'envoie 3 photos avec le prix. Je veux la numéro 2, un lien à distance de paiement et hop, c'est livré. Tu vois, il y a aussi un côté fonctionnel qui est chouette. Ok. Mais tu peux avoir aussi un côté, c'est septembre, on a envie en général de s'acheter des trucs après l'été, on est tout beau, tout bronzé, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du shopping. Le personal shopper, il peut prendre les devants et dire j'espère que tu as passé un super été. Si tu as envie de shopping, j'ai pensé à toi. Deux pulls, un t-shirt qui pourrait te plaire. Tu viens pas. C'est cool. J'ai toujours cru que c'était un truc réservé aux ultra riches. Vous le démocratisez. C'est accessible depuis l'accueil du site. Alors, premier sujet, c'est le persona du personnel, enfin de l'acheteur de personal shopping. Et l'autre sujet, c'est comment tu fais entrer de l'omnicanalité là-dedans. Mais le premier sujet, du coup, c'est ça, c'est le personal shopping. J'ai toujours cru que c'était un truc de CEO, d'ultra riche ou de. D'ailleurs, tous les CEO ne sont pas ultra riches. J'ai fait des raccourcis un peu idiots, mais de riches. C'est vrai. Tu as raison. C'est une croyance très répandue. Je pense que c'était pas complètement faux pré-Covid. Les personal shoppers, il y en a aussi dans les marques de luxe. C'est évidemment une force historique des grands magasins parce que comme on est multi-marque, multi-catégorie, la valeur d'un personal shopper est d'autant plus forte parce que c'est plus compliqué de naviguer dans ces environnements et en même temps, c'est beaucoup plus riche parce que ça vous permet d'avoir un style unique alors que, quand vous êtes dans une marque de luxe, on va vous habiller dans cette marque des pieds à la tête. Le style, il n'est pas forcément très personnalisé. C'est vrai que pré-Covid, c'était un service un peu brandé VIP dans des salons privés qui souvent étaient offerts, mais à partir d'un minimum d'achat et qui étaient surtout utilisés par des clients acheteurs de marques de luxe à gros paniers. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous, on s'est rendu compte pendant le Covid qu'il y avait énormément de valeur à créer ce lien, y compris avec une clientèle locale. Et finalement, même si le panier moyen est plus faible, parce que on est capable, via un personal shopping, de maximiser la share of wallet de nos clients. C'est quoi la share of wallet ? C'est la part de dépenses que tu vas faire chez nous dans les catégories que l'on vend. L'idée, en fait, avec un personal shopper, c'est pas forcément de te faire dépenser plus, c'est de te faire acheter plus au printemps ce que tu pourrais acheter ailleurs. Si je te connais
que je t'apporte un service, une facilité, et qu'en plus, tu as découvert que j'avais vraiment un choix hyper large et très riche, forcément, au lieu de descendre en bas de chez toi, chez telle marque, tu vas tendance à plutôt venir au printemps, parce que non seulement j'ai cette marque, puisqu'on a la largeur d'offre maximale, mais en plus j'en ai d'autres, et je vais pouvoir compléter, et en même temps tu vas pouvoir acheter d'autres catégories. Donc ça a une vraie valeur, et pour la clientèle locale, finalement, à partir du moment où on a un personal shopper, ça peut devenir rentable, entre guillemets, même si là on est dans l'émotionnel et le relationnel, mais ça a une vraie valeur pour nous parce qu'on fidélise ses clients. Et donc, il y a une rationnelle économique quand même. C'est mon point derrière la rentabilité. Ouais. Le rationnel économique, il est qu'à partir du moment où j'ai investi en toi, que j'ai pris le temps de te connaître, je ne vais pas mettre tant de temps que ça à te servir. Si je suis bien... Alors, ça demande un peu de processing, peut-être un peu de data, un peu de techno. Mais derrière, c'est toujours de l'humain, du relationnel. Et la fidélité que je vais créer rend la chose intéressante pour toi et pour moi. Et donc, on a décidé, nous, d'élargir les cas d'usage et les cibles du personal shopping en digitalisant et en démocratisant ce service. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a plus cet accueil VIP, luxe, sur lesquels on est historiquement très fort et qu'on continue à développer. Donc, en fait, mon point, c'est qu'on est capable de différencier l'accompagnement et le service en fonction du client et de ses attentes. Tout le monde y a accès au personal shopping ? Tout le monde y a accès. C'est un service qui est offert sans obligation d'achat. C'est assez étonnant. Ouais, du coup, j'imagine que c'est considéré comme une dépense marketing plutôt qu'un centre de revenus. Tu vois ce que je veux dire ? Ou ça vient dans la fidélisation, la conquête et la fidélisation de clients ou d'audience. En fait, c'est un service c'est vraiment un service, quoi. C'est un service pour le client. Et il n'y a pas de qualification. Je vais parler très, très, très SDR, mais très sales, mais il y a de la qualification en amont. Enfin, comment tu t'évites de prendre. En fait, c'est mutuel. Quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais enfin, les gens n'ont pas forcément envie de perdre leur temps non plus. Okay. Donc, puis on est dans l'humain, dans le relationnel. Quelqu'un qui te consacre du temps et qui va s'intéresser à toi, c'est assez rare en fait que les clients en face fassent. Enfin, je vois pas tellement l'intérêt qu'ils auraient pour ensuite s'embêter et aller racheter dans la marque A, B, C. Enfin, tu vois. Et ensuite, tu as dit un truc, mais c'est juste parce que Noël approche et que je me dis que ça pourrait être une bonne idée. Il y a des gens à qui on offre ça ? Alors, j'adore ta question. Et en plus, on ne l'avait pas préparé avant. Mais on n'avait rien préparé. Ça, c'est de l'impro. On n'avait rien préparé, mais on n'avait pas parlé de ce sujet notamment. Il y a des gens qui offrent ça. C'est un vrai cas d'usage. Et en fait, jusqu'à présent, alors, ça arrive, on a des gens qui disent je voudrais offrir ça à mon conjoint ou à ma conjointe. On ne l'avait pas processé. On a un truc comme toute enseigne, qui s'appelle la carte cadeau. C'est cool, mais bon, c'est un bout de plastique, c'est capé à un certain montant, c'est pas très expérientiel. Et donc, je te fais une révélation en avant-première, mais le timing est... 11 novembre. Et voilà, 11 novembre. Mais en fait, on est en train de préparer pour début décembre, donc pour les fêtes, une sorte de packaging de ça. Donc, en fait, on est en train de travailler sur le naming, donc je ne m'avance pas, mais l'idée, c'est de pouvoir offrir une journée de rêve au printemps. Et c'est un vrai truc omnicanal, puisqu'on est en train de monter une offre en ligne qu'on pourra acheter sur notre site, mais pas que. Où en fait, tu achètes donc, pour un certain montant, mettons 1 000 €. Alors, pour le coup, il y aura un minimum d'achat. Je pense que ce sera 500 €. Tu achètes le montant que tu veux, donc mettons 1 000 €, et tu m'offres, parce que tu m'aimes bien, ce pack pour 1 000 €. Donc, j'ai le droit à 1 000 € d'achat de produits. Ouais. OK. Mais dans le cadre d'une journée expérientielle. Et donc, je vais pouvoir... Tu me l'offres, donc moi, je reçois ce bon, et moi, je vais pouvoir réserver à l'avance, dans le magasin printemps de mon choix, ma séance de personal shopping, une expérience beauté, un peu... une gourmandise, un treat à boire ou à manger, assez cool, au cours d'une journée. Si je dépense pas les 1 000 €, je garderai en bon d'achat le reste. Si je dépense plus, tant mieux. Voilà. Donc, on est en train de travailler sur ce packaging. Le terme est très vilain, je m'en excuse, mais d'expérience. Ouais. Parce que finalement, c'est déjà ça qu'on offre et on le market pas vraiment comme ça. Et on n'a pas de parcours d'achat complètement fluide, en tout cas sur toutes ces expériences. Je trouve ça génial comme cadeau. Je vais y penser. J'espère que ma compagne n'écoutera pas cet épisode et qu'elle le découvrira. Mais je trouve ça cool comme cadeau.
Je trouve le sujet vraiment intéressant. L'omnicanalité là-dedans, elle est pas évidente. Tu arrives à... Donc je suis sur le site là en train de... J'allais commencer le quiz, mais je vais me concentrer sur mon interlocutrice Maud plutôt que de faire ça. On peut le faire tout à distance ? On peut. En fait, on peut mixer à chaque étape. Okay. Et c'est pour ça que c'est vraiment de l'omnicanalité. Là, tu es sur la rubrique Personal Shopping de printemps.com où on peut faire plusieurs choses. On peut, donc là, tu as notre quiz. En fait, on a essayé de gamifier la rencontre d'un personal shopper. Donc, bon, on s'améliore, hein, c'est une première tentative, mais en général, c'est assez froid. On présente les personal shoppers comme... voilà, moi je m'occupe de femmes. On a essayé de rendre le truc un peu vivant et sympathique. Donc tu trouves ton personal shopper. Tu peux découvrir leur personnalité. Donc on a parlé des mood boards également. Et tu peux réserver une séance de personal shopping en ligne. Et quand tu réserves sur printemps.com, tu peux réserver ta séance en magasin ou à distance. C'est en ce sens-là que je te dis que chaque étape est physique ou digitale. Tu choisis. Et à distance, c'est en visio du coup ? Ouais, okay. C'est en visio. Ok, hyper intéressant. Et ça marche très bien. Et de toute façon, que ta séance soit en visio ou physique, c'est-à-dire en magasin, elle se prépare en amont. Donc il y a un dialogue en amont qui peut là aussi se faire par WhatsApp ou par téléphone. On peut s'envoyer des photos en amont pour réagir. Enfin, tout ça est vraiment ouvert. C'est une personne derrière, donc qui s'adapte. Ok. Je prends un peu de hauteur. Le personal shopping a toujours existé. C'est l'un des points forts du printemps. Toi, tu arrives pour le moderniser, le redynamiser, l'omnicanaliser. Quelle horreur. Le rendre omnicanal. On a une expérience du passé. Tu as déjà un retour sur ces innovations ? Bah oui, complètement. Alors, on vient de changer le parcours de prise de rendez-vous, mais on suit les KPI et bien sûr, ça se développe. Et qu'est-ce que tu mesures ? Ou à quoi tu mesures le succès ou non de... En fait, on mesure le funnel de prise de rendez-vous, donc le nombre de visites sur cette page, comme un funnel e-commerce classique en fait, le nombre de personnes qui vont jusqu'à cette prise de rendez-vous, et puis après, il y a tout le funnel du rendez-vous lui-même. Est-ce que le rendez-vous est réalisé ? Est-ce qu'il a converti ? Est-ce que le client était un nouveau client ou pas ? Est-ce qu'il revient ? Donc, on mesure tout ça. Okay. Et c'est super intéressant parce que ça permet vraiment de recruter de nouveaux clients qu'on n'avait pas forcément avant. Alors, est-ce qu'ils sont arrivés parce qu'ils sont tombés dessus sur le site ? C'est vraiment un 360 que l'on construit. Je t'ai parlé du personal shopping, du live shopping tout à l'heure, qui permet de mettre en avant les personal shoppers. Donc, on n'arrête pas de dire prenez rendez-vous sur la page, on communique avec des call to action. Mais par exemple, on est en train de travailler sur nos newsletters aussi. Là, pour le coup, on est capable... Donc, on cible évidemment en CRM comme tout le monde, sur les clients que l'on pense appétents au personal shopping. D'un point de vue ciblage CRM, on rajoute maintenant des call to action de prise de rendez-vous avec un personal shopper dans nos newsletters. Et puisque le parcours est digitalisé, c'est hyper fluide, c'est hyper intéressant. Il n'y a pas de rupture de parcours. Si avant, on était juste resté à appeler ou venez nous voir au 4e étage, c'est compliqué de mesurer la conversion. Donc là, on tend vers quelque chose de plus... Oui, je pense que ce sera l'un des principaux enjeux. C'est déjà l'un des principaux enjeux et ça en restera un. L'attribution de chiffres, l'attribution de conquêtes, de CA, avec la multiplication des canaux de communication et des parcours omnicanaux. On n'est plus en recherche online, purchase offline ou l'inverse d'ailleurs. Maintenant, les parcours sont vraiment complexes, multiples. Et du coup, l'attribution de chiffres et les PNL vont être difficiles à calculer. Quoi. C'est un cauchemar. Alors en même temps, moi qui aime bien modéliser, c'est rigolo. On se pose 10 000 questions sur l'attribution, ce qui est hyper sain, parce que au final, comme le dit notre DAF bien-aimé, tout doit être héroïste, évidemment. Après, là, on est dans une... Enfin, on fait des choses... on essaye de garder les bonnes habitudes e-commerce que l'on a apprises depuis 10 ans, mais de les appliquer à des initiatives beaucoup plus expérientielles, relationnelles, humaines. Tu l'as dit, les parcours, ils sont déconstruits. Donc, je pense que le point, c'est que ça prend du temps. Mais, comme on ne peut pas se permettre d'investir et de dire on s'en reparle dans 2 ans, puisqu'on a perdu cette culture, maintenant on mesure tout le temps, on se donne un set de KPI
qui est plus large que la conversion instantanée. Je pense que c'est ça qui est un peu nouveau par rapport au e-commerce traditionnel. Ça me fait rigoler de dire ça, mais on est obligé d'enrichir un peu notre prisme. Le e-commerce traditionnel dans lequel il y a une certaine notion d'instantanéité, de performance immédiate, là, tu le dis, c'est savoir prendre le temps et regarder des changements d'habitude et de parcours. Ce que je trouve passionnant avec cette étape-là qu'on est en train de franchir, c'est qu'on sort de la dimension 100% transactionnelle du e-commerce. On reste dans cette logique de funnel, d'attribution, de conversion, voilà, mais on l'élargit vraiment à de l'expérientiel, de l'émotionnel. Et du coup, les sujets de drive to store, qui n'étaient pas bien mesurés et pas bien intégrés à ça, ben maintenant le sont. Enfin, tu vois, regarde, d'un point de vue techno, on avait vaguement des beacons qui marchaient pas trop pour regarder. Alors on fait ça, on essaye de matcher avec les inventaires méta. Moi, dit des beacons, pas des beacons, des beacons, donc des capteurs de trafic. Voilà, et on peut matcher ça avec ton exposition à telle ou telle communication. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de savoir si les gens sont venus. Avec la prise de rendez-vous, on va un peu plus loin. Est-ce qu'ils ont eu un rendez-vous? Est-ce qu'ils l'ont honoré? Est-ce qu'ils ont acheté? Donc, en fait, on travaille maintenant en faisceau d'indices. Ok. Voilà. Donc, on ajoute ces dimensions de rendez-vous, d'interaction aux interactions avant on mesurait tout ce qui était fait online et est-ce que tu rentrais dans le magasin et est-ce que tu achetais? On enrichit ça d'interactions humaines entre-temps, de clics sur des moodboards. Donc, en fait, on essaye, entre deux visites online ou offline, de maintenir une relation continue. Énormément de data, du coup, vous avez une équipe en interne, j'imagine. Ouais. Ok. Elle fait combien de personnes? Alors, elle est pas si... Enfin, pas combien de personnes. On recrute dans cette équipe. On a encore... Chères auditrices, chers auditeurs. On a une super équipe data. C'est aussi une des forces du printemps. Enfin, le grand magasin, c'est une mine parce que on est un retailer, donc on a la donnée de transaction finale, mais on n'est pas monomarque. Donc nous, on a des données sur les clients canon. On sait ce qu'ils achètent d'autres. Donc on est capable de savoir que les clients acheteurs de la marque machin, au sein d'un panel de marques concurrentes, la marque machin représente que tant, que ce client il cross-sell aussi pour ça et ça. Enfin, c'est super riche. Très, très intéressant. On l'a pas dit en intro, mais Maud a fait 28 ans d'études. HEC, Sciences Po, LSI, NSAE. Elle a un PhD en Quantitative Economics et Econometrics. C'est quoi les Econometrics? C'est l'économétrie. Aujourd'hui, on appelle ça la data. Okay. Tout simplement. Mais voilà, l'économie quantitative, c'est ce qui permet via des sets de data, de mesurer des effets. Aujourd'hui, on appelle ça la data, c'est beaucoup plus simple. Et fourre-tout en plus. Voilà. J'aimerais... ce sujet m'intéresse, le personal shopping. J'aimerais comprendre, si tu l'acceptes et qu'on le creuse un tout petit peu plus, sur les personas. Et comment est-ce qu'on peut aussi démocratiser le personal shopping? Et je vais commencer par ça. Vous avez fait je sais pas, il y a des techniques comme, j'imagine, l'influence. Est-ce que je peux avoir en événementiel je vais pas dire de nom, mais une influenceuse ou un influenceur en personal shopper? Comment est-ce que tu le démocratises? Est-ce qu'il y a de l'événementialisation que tu peux faire autour du personal shopping? Peut-être plus large. Alors, c'est une super question, j'adore. Et il y a plein de choses qu'on fait autour de ça. Et en fait, on explore plein de pistes. Donc, les personal shoppers, c'est des salariés printemps dont la mission, je te l'ai décrit tout à l'heure. On a ajouté à leur mission le live shopping que je t'ai décrit, et du coup, eux-mêmes deviennent des influenceurs par ce biais, puisqu'ils animent, ils rencontrent. Ok, c'est intéressant, ça permet de recruter des clients. On événementialise aussi beaucoup ce qu'on fait. Donc, je t'ai parlé, par exemple, de notre offre vintage incroyable. Je fais une petite parenthèse, on a un étage au 7e d'Haussmann qui s'appelle le 7e ciel, où on a des pépites vintage. Nos top clients adorent ça. Et donc, on fait chaque mois un cocktail où on les invite et on montre les nouveautés. Les personal shoppers jouent un peu le rôle de VRP, d'influenceurs, parce que ils savent très bien ce qu'aiment leurs clients. Et donc, ils événementialisent un peu. Ça c'est un peu des nouvelles cordes à leur arc qu'ils ajoutent
à 360. Ils sortent du prisme purement commercial et voilà. Ce qu'on a fait récemment, on s'est dit, mais en fait, le printemps, c'est comme une plateforme. C'est un lieu incroyable. Des rotondes, des salons de personal shopping magnifiques qui sont des lieux, ce studio. C'est des marques, c'est des produits. Donc, on a nos personal shoppers qui sont là pour faire découvrir cette offre au cours d'événements, d'émissions, de rendez-vous au plus grand nombre. Mais on s'est dit, finalement, on pourrait construire une communauté plus large, peut-être de personal shoppers freelance, peut-être d'influenceurs, qui pourraient, eux aussi, parler de ça et engager et jouer le rôle, pourquoi pas, de personal shopper. Donc, il faut trouver la mécanique pour les incentiver, mais on a trouvé. Et donc, on collabore avec, si je prends l'exemple d'influenceurs, on a fait des trucs assez cool, par exemple, avec Juliette Longuet. Alors, un peu différent de ce qu'elle fait habituellement. C'est assez simple, elle adore le printemps, donc elle vient, elle fait des sélections produits, elle produit ses contenus vidéo, donc là elle a évidemment elle est honneur de son contenu, c'est ses sélections, donc nous on lui facilite la vie, et puis elle parle de ses pièces, et dans ses stories, il y a un petit lien Insta ou WhatsApp, et hop, elle met en relation avec sa personal shopper qui peut aider les gens qui aiment à accéder à ces pièces. Ok, hyper intéressant. La frontière est tenue. C'est quoi l'expression entre le personal shopping et le social selling du coup ? C'est une autre forme de. Enfin, tu vois, en fait, ces mots nouveaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas bien. Enfin, on comprend le principe. C'est un influenceur vendeur, c'est ce que ça veut dire. Mais il y a plein de manières de le faire. Je t'ai raconté tout à l'heure les mood boards. Là, c'est une autre manière de le faire. Et donc, notre personal shopper, elle reçoit des leads directs de cette influenceuse. Et donc, on peut tracer ces leads, c'est intéressant. Et c'est omnicanal. On le teste aussi, donc ça, c'est tout nouveau, avec liés à notre e-shop. Donc l'un n'empêche pas l'autre, on peut faire les deux. On a une sorte de crew d'influenceurs. Donc, c'est en train de se lancer, qui, pareil, font des sélections. Alors, sur printemps.com, qui peuvent faire des shootings. Et on a un studio d'ailleurs s'ils le souhaitent pour ça. Et du coup, on leur crée une page qu'ils peuvent, eux, mettre en avant au sein de leur communauté. Et puis ça renvoie vers leur sélection sur notre site. Tu vois ? Et ça, c'est intéressant parce que c'est des business models qui sont scalables. Oui, alors que c'est de la scalabilité dans le personal shopping que vous trouvez, quoi. C'est très complémentaire. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément les mêmes clients. Donc, il n'y a pas de... Ça se cannibalise pas. Et c'est scalable et ça permet de parler de nos produits, de nos lieux, de nos services de manière super authentique et de toucher des cibles nouvelles. Alors, tu m'offres une super passerelle pour une belle transition sur le printemps. Tout le monde y va. J'espère. Tes cibles devrait y aller. Tes cibles sont multiples et très différentes entre le quart de touriste asiatique avec son guide et la maman qui cherche des chaussures en last minute pour son fils qui est à la rentrée dont les chaussures sont trop petites. Dans tes choix, dans ton pilotage, comment est-ce que tu intègres cette complexité de devoir parler à plein de cibles très différentes avec des usages, des parcours, des habitudes très différentes? C'est une des nombreuses complexités du grand magasin. Enfin, on s'adapte. On accepte de faire des choix. On accepte de En fait, pas forcément. Nos personal shoppers, ils parlent à eux tous. Je vais me tromper sur le chiffre, mais je sais plus si c'est 28 ou 40 langues, mais peut-être plus 28. Mais on a des profils de personal shoppers dans l'équipe très différents. Et la maîtrise des langues n'est qu'un exemple, mais on a une clientèle internationale très variée. Qui a des goûts, des habitudes différentes et qu'il faut servir. On a des super VIP, on a des familles princières, on a des personnalités, on a des clients locaux, on a des personnes de toute tranche d'âge. Et en fait, le fait d'avoir une taille critique, c'est qu'on a une équipe de personal shoppers qui embrasse cette diversité et qui est capable d'adapter le niveau de service, la sélection et le relationnel à ces cibles. Et donc, on est capable, comme je te disais, de recevoir un joueur de foot
en toute confidentialité, à huis clos, pour qu'ils soient à l'aise. Mais aussi des clients locaux qui vivent un événement important ou juste qui changent de job. On a différents lieux, on a différentes personnalités, on a différentes marques. Et nous, notre job, c'est d'adapter ça. Ok. Et quelques milliers d'employés, 3500, 4000, 5000, je ne sais pas quel est le chiffre. Wikipédia me dit 3005, mais je ne sais pas de ton date le chiffre. Ouais, c'est l'ordre de grandeur. Pour atterrir en douceur sur cette fin d'épisode, tu es aussi responsable on en parle depuis 1 heure. Tu es directrice générale de la transformation, donc il y a du change à mener en interne sur une quinzaine de magasins, un ensemble de collaborateurs en retail ou au siège. Comment est-ce que tu les as embarqués dans ce changement, dans cette transformation ? C'est vrai, pour moi, c'est une évidence, mais tu as raison, c'est le point majeur, parce que pour être capable d'avoir de l'impact, il faut embarquer tout le monde. Il est hors de question de faire ça en marge ou avec quelques-uns. En fait, c'est ce que je t'ai raconté tout au long de l'épisode. Tu vois, on a commencé par parler du studio, du casting, des équipes, mais en fait, c'est vraiment eux qui font, qui incarnent. Et moi, mon job, c'est de structurer le sujet, de donner la vision et de les emmener étape par étape et de co-construire avec eux. Et donc, en fait, on va à la vitesse qu'on va. Évidemment, moi, je gère pas une boutique dans le magasin ou un portefeuille des clients, donc j'aimerais que ça aille 12 fois plus vite souvent. Mais si on veut que les opérationnels soient honneurs du sujet et embarqués, il faut que ça reste compatible avec leur activité. Et honnêtement, ça sert à rien de monter une équipe à part. C'est leur métier qui se transforme. Voilà, le sujet, c'est de faire ça au rythme qui permet de concilier les deux et d'être plutôt un facilitateur. Donc, en fait, moi, je pilote ça, mais on est ensemble. Enfin, ouais, l'équipe studio, elle se gère. Enfin, ils sont montés en compétences. Et du coup, chacun contribue. On a nos équipes retail, par exemple, qui nous apportent des idées de partenariat tous les jours, des idées de format, de contenu, parce qu'ils ont envie, parce qu'ils savent que on est là pour les accueillir et qu'ils peuvent y participer. Et donc, c'est plus une matrice, une plateforme, tu vois, qu'on a créée dans laquelle chacun peut s'insérer. C'est pas un truc fermé qu'on trace avec des livrables. C'est pas un carcan et dans lequel tu dois rentrer. Ouais. C'est pas des livrables qu'on coche et des tâches qu'on distribue. C'est une nouvelle plateforme que l'on construit. Et en fait, les bonnes idées, c'est pas moi qui les ai. C'est les équipes, c'est elles qui sont expertes et qui au quotidien échangent avec les marques, les clients et qui font le business en fait. Qu'est-ce que Jean-Marc répète tout le temps ? Belaïch, le CEO. Est-ce qu'il y a un truc C'est pour quand ? Et si on faisait ça en plus ? C'est pour quand et si on faisait ça en plus ? Ok. Merci infiniment. Le printemps a toujours été, il est toujours un lieu de vie aussi, puisqu'on peut y faire du shopping, on peut y manger, on peut s'inspirer, on peut du coup découvrir plein de nouvelles choses. On n'avait pas préparé ça non plus. Enfin, je t'avais pas dit que je te poserais la question, mais c'est quoi le grand magasin en 2030 ? À quoi ça ressemble ? C'est une question difficile. Je sais pas, j'aurais pas envie de te répondre de manière trop précise. Alors, c'est pas que je suis averse au risque, c'est qu'en fait, ça doit refléter la société de 2030 et ses enjeux. Ce qui est sûr, c'est que ça continuera d'être un lieu de vie, de rencontres, d'émotions, que l'omnicanalité, alors je sais pas comment on appellera ça, si on sera tous en métaverse ou je sais pas quoi, mais il faudra que ça reste en tout cas un lieu physique incarné de rencontres, parce que au final, c'est ce qui nous anime. Après, jusqu'où est-ce qu'il sera augmenté par la technologie, jusqu'où il sera expérientiel, quels seront les modèles économiques, je ne sais pas. Peut-être ce sera un magasin encore plus augmenté qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais en tout cas, si moi je dois formuler un vœu, c'est que ça reste un lieu d'émotion et de rencontre. Qui reflète la société. Qui reflète la société. Formidable. On n'en a pas parlé, mais vous avez fait des expériences métaverses ? On a fait des expériences métaverses, absolument. On en a fait plusieurs. Alors, métaverse au sens large, Web3.
quand on a dévoilé notre nouvelle identité de marque, qui s'est déclinée bien sûr en e-commerce et en magasin, on a eu une très jolie initiative. On a ouvert un virtual store qui était en fait une virtualisation de notre flagship tel qu'on l'aurait rêvé. Donc un magasin Haussmann complètement fantasmagorique, tout végétalisé, très beau, dans lequel on pouvait se promener virtuellement et acheter des produits exclusifs. Et lorsque l'on achetait un produit exclusif, on pouvait participer à un tirage au sort qui permettait de gagner des NFT. Et ces NFT étaient une version digitale d'une œuvre d'art créée pour l'occasion par un artiste avec lequel on a collaboré pour notre étage 7e ciel, Vintage. Et à cette occasion, on accompagnait nos clients dans la création de leur crypto-wallet. Pourquoi je te raconte tout ça ? Parce que cette initiative, tu vois, elle est très ancrée dans ce que nous sommes et dans ce que nous avons fait. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Enfin, c'est un premier pas. Voilà. Mais on l'a pas fait de manière déconnectée de notre ADN, de notre actualité et surtout de nos clients. Tu vois, okay. On n'est pas allé parler à une communauté complètement différente, d'un truc hors sol, sans lien. On l'a fait d'une manière qui, pour nous, avait du sens. Cette semaine, on vient d'ouvrir une rubrique de virtual fashion sur printemps.com. Donc, on a développé des tenues rigolotes en exclusivité. C'est encore une autre incursion dans le Web3 alors, la digital fashion, c'est pas encore complètement fluide dans les métaverses. On en est. La prochaine étape, c'est que nos avatars puissent avoir leur garde-robe digitale et la transposer. On y est presque, pas encore. Mais c'est déjà une manière innovante d'envisager la mode et de jouer sur les réseaux sociaux. Donc, on a ouvert cette boutique récemment. Voilà. Hyper intéressant. Et c'est toujours disponible. Hein, c'est web3.printemps.com où on peut se balader dans la boutique, effectivement, complètement végétalisée. Enfin, dans la boutique, dans le grand magasin. Complètement végétalisée avec des produits accessibles. Et c'est intéressant, on peut les acheter ou aller voir toute la sélection. Et dans ce cas-là, on est renvoyé. Je vous invite à faire l'expérience, chères auditrices, chers auditeurs. On est renvoyé sur le site du Printemps. Maud, merci infiniment. C'était riche. C'était chouette. J'espère, chers auditrices, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver Maud sur LinkedIn si vous avez des questions à lui poser. Maud recrute en data, du coup. Tu as d'autres messages à faire passer, peut-être ? Il y a quoi ? Quelques milliers de personnes qui nous écoutent ? Pour l'instant, on est bien, mais la conversation est ouverte. Merci infiniment, Maud. Au plaisir de te recroiser. J'espère que cet épisode vous a plu et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci encore. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.